Au cours de nos précédentes émissions, j'ai fait plusieurs fois allusion au voyage à l'intérieur du Japon et plus particulièrement encore au mode de transport japonais. Je vous ai dit par exemple que l'on circulait très peu en avion au Japon. Entre notre arrivée à Tokyo et le moment où nous avons repris l'avion d'Air France pour Paris, je ne me souviens même pas que nous soyons montés une seule fois à bord d'un avion japonais, si ce n'est une fois un hélicoptère pour survoler Tokyo. On circule également très peu en automobile, pour la raison que les routes sont extrêmement mauvaises. Par contre, on prend beaucoup le train, et la nature du pays fait que l'on emprunte également énormément le bateau, et notamment pour traverser la mer intérieure, comme vous allez vous en rendre compte. Ce chant des adieux que vous entendez en ce moment est presque toujours joué et diffusé par des haut-parleurs au départ des bateaux et au départ des trains au Japon. Et voilà, nous sortons du port d'Osaka. Et là, nous voguons sur la mer intérieure. Ce qui reste de la flotte japonaise, ou ce qui ressuscite, au choix. Et nous approchons maintenant de Takamatsu, ville principale de l'île de Shikoku, où nous ferons escale et qui est précisément la plus grande île de la mer intérieure. Voici l'arrivée à Takamatsu. Takamatsu, dont le prince, frère de l'empereur, porte le nom. Et c'est ici, à Takamatsu, que nous allons faire connaissance avec un hôtel de style japonais, ou plus exactement avec une auberge japonaise, qui reste pour nous l'un des charmes presque les plus subtils, en tout cas pour un Européen certainement les plus inattendus du Japon. J'arrive donc ici au seuil de cette auberge et vous pouvez tout de suite apprécier l'accueil qui y est fait aux visiteurs étrangers. Je ne reverrai plus mes souliers maintenant avant demain matin lorsque je quitterai l'auberge. Pantoufles japonaises. Et voici ma chambre. Où, avant toute chose, il va me falloir ingurgiter l'honorable tasse de thé vert, après avoir usé de cette serviette éponge tiède et parfumée pour me délasser le visage.
le jardin qui sera le mien jusqu'à demain matin. Et maintenant, avant même de savoir où je dormirai, car il n'y a pas de lit dans les chambres japonaises, voici l'indispensable conversation en jargon anglo-franco-japonais avec la propriétaire de l'hôtel et la servante. Le tokonama, sorte de petite alcôve avec son vase, et le kakemono, estampe montée sur une bande de soie et que l'on retrouve dans toutes les pièces japonaises. Et enfin, va être résolue l'importante question du lit, qui, je dois dire, vous préoccupe toujours un peu dans un endroit où l'on a précisément l'intention de passer la nuit. Mon lit sera en réalité constitué par des sortes d'édredons superposés ou foutons, posés à même le sol, c'est-à-dire à même la natte que l'on nomme tatami, et je tiens tout de suite à préciser qu'il est très préférable d'être japonais pour profiter vraiment du confort et du repos que vous réserve ce genre de literie. Le kimono pour la nuit. Et si vous voulez, nous allons maintenant passer tout de suite au lendemain matin. Au moment où le dos et les reins légèrement endoloris, je prends congé de mes hôtesses avec tous les arigato, ce qui veut dire merci, et tous les sayonara, ce qui signifie au revoir exigé par la politesse japonaise. Hélas, ce matin-là, pour la suite de notre voyage, la pluie se mit à tomber comme elle sait le faire au Japon, à peu près 2 jours sur 3. Nous nous embarquâmes néanmoins à bord d'un petit bateau qui allait nous faire une autre traversée de la mer intérieure, beaucoup plus lente celle-là, et avec beaucoup plus d'escales. C'est ainsi que nous nous arrêtions dans de toutes petites îles où des barques amenaient de nouveaux passagers, ou bien prenaient ceux qui débarquaient. Pour se tenir à bord de ce bateau, il n'y avait en vérité qu'un pont couvert à la mesure japonaise, c'est-à-dire où il n'était pas question d'avoir une autre position que la position assise. Et enfin, nous arrivâmes tout de même à l'île de Miyajima, l'un des hauts lieux touristiques du Japon, où se trouve un célèbre temple shintoïste lacustre, et où des bateaux de plaisance aux formes assez fantastiques amènent les visiteurs. Le tori du temple. Une pagode bouddhique pour maintenir l'équilibre des forces.
Les visiteurs chaussent des sandales de raffia spéciales pour évoluer à travers le temple et font leurs ablutions, comme vous le voyez ici. Et voici enfin ce temple dont je précise qu'il est de bois vermillon et que son âge est à peu près celui de Notre-Dame de Paris. Le cheval sacré. Yves Ciampi avait d'ailleurs situé ici une des scènes de son film Typhon sur Nagasaki. De jeunes prêtresses shintoïstes, faisant plutôt fonction de diacres d'ailleurs. Le grand prêtre du temple, qui rappelle volontiers qu'il a tourné avec Jean Marais et Daniel Darieux dans Typhon sur Nagasaki. Et vous voyez, le culte de la nature est toujours mêlé à la religion au Japon. Aussi, les sanctuaires japonais se trouvent-ils presque toujours dans des lieux où la nature est particulièrement harmonieuse. Dans notre prochaine émission, nous vous emmènerons à Nagasaki.